Première saison. Ce fut un temps bien rude et plein d'âpres angoisses. Que les commencements de ces belles paroisses qu'on voit s'échelonner aujourd'hui sur nos bords. Quand, du haut du vaisseau qui s'ancre dans nos ports, le voyageur charmé se pâme et s'extasie au spectacle féerique et plein de poésie qui de tous les côtés frappe ses yeux surpris. Il est loin, ouais, bien loin de se douter du prix que ces bourgs populeux, ces campagnes prospères et leurs riches moissons coûtèrent à nos pères. Chez nous, chaque buisson pourrait dire aux passants: ces sillons ont moins bu de sueur que de sang. Par quel enchaînement de lutte, de souffrance, nos aïeux ont conquis ce sol vierge à la France, en y fondant son culte immortel désormais. La France même, hélas, ne le saura jamais. Quel jour ensanglanté, quelle époque tragique. Ce fut une race à la trempe énergique, les premiers colons de ce pays naissant. Ils vivaient sous le coup d'un qui-vive incessant. Toujours quelques surprises, embûches, assauts, batailles. Quelques ennemis farouches émergeant des broussailles. Habitants égorgés, villages aux abois. Prisonniers tout sanglants entraînés dans les bois. Les femmes, les enfants veillent à tour de rôle, tandis que le mari, le fusil sur l'épaule, au pas ferme et nerveux de son cheval normand, se meurt de l'avenir, enfoncé hardiment dans ce sol primitif, le soc de sa charrue. Ici, l'été suivant, l'herbe poussait plus drue. Dans quelques coins du pré, on jugeait du regard qu'un cadavre iroquois dormait là quelque part. Un jour, d'affreux brigands, une bande à garde, auprès d'un petit fort que personne ne garde, barbares altérés de pillage et de sang, s'élancent tout à coup des buissons, en poussant je ne sais quel horrible et strident cri de guerre. Les habitants du fort, qui ne soupçonnaient guère le farouche Iroquois embusqué si près d'eux, croyant pouvoir courir ce risque hasardeux, pour travailler au champ, avaient eu l'imprudence de laisser tout un jour leur logis sans défense. Et voilà que le fruit de 10 ans de sueur va tomber au pouvoir de ces lâches tueurs. Mais Jeanne Hachette est là, héroïne si chère à la France. Chez nous, c'est Jeanne de Verchères. Elle n'a pas 15 ans. Voyant de toutes parts l'ennemi la cerner, elle monte au rempart. Chaque porte est bien close et les armes rangées. Dans chaque bastion sont là toutes chargées. Elle prend un mousquet, met en jouet fait feu. Un homme tombe, un autre encore, et peu à peu, les sanglants agresseurs, pris d'une rage folle, sous le canon qui tonne et la balle qui vole, interdits et croyant voir leur rang décimé par une garnison de soldats bien armés, laissent morts et mourants et battent en retraite. Hélas, en feuilletant ces pages, l'on s'arrête à des drames beaucoup plus froids et plus navrants. D'où viennent ces clameurs et ces cris déchirants? C'est un bourg tout entier surpris dans la nuit noire par 1500 bandits et, lamentable histoire, aux horreurs d'un massacre incroyable et livré. Par la haine et le sang, le regard enfiévré, de tous côtés la horde infernale se rue. On égorge partout, dans les lits, sur la rue. On poignarde, on fusille, on écartèle, on fend le crâne du vieillard sur le corps de l'enfant. On déchire le ventre des femmes enceintes, de leur mère arrachées aux suprêmes étreintes. On jette en plein brasier les petits au berceau. Et puis, quand le village est réduit en monceau, des débris calcinés de cendres rougies, pour assouvir leur soif d'effroyables orgies, les démons tatoués s'en vont à Pinois, recommencer plus loin leurs monstrueux exploits. Ô France, ces héros qui creusaient si profonde, au prix de tant d'efforts, ta trace au nouveau monde, ne méritait-il pas un peu mieux, réponds-moi, qu'un crachat de Voltaire et le mépris d'un roi?